C'est à Brahim que revient le choix du campement provisoire. À proximité, il a trouvé de la scaf, herbe salée dont les chameaux sont friands. Éprouvés par de longues étapes, les femmes et les enfants n'auront que 2 ou 3 jours pour reprendre des forces, puis il faudra continuer la nomadisation, car il n'y a pas d'eau dans la région, et il serait dangereux d'épuiser les réserves contenues dans les outres et les tonneaux. Avec la précision que procure une longue expérience, chacun participe à l'installation. En tout premier lieu, il faut soulager les chameaux de leur fardeau. Les nomades ne s'encombrent jamais de bagages superflus. Les objets qu'ils possèdent sont identiques à ceux que possédaient leurs pères et les pères de leurs pères. Le délou, sorte de seau en peau de vache ou de chameau pour puiser l'eau, une corde en lanière de cuir tressé d'au minimum 80 mètres. À cette profondeur, les puits sont rarement secs et l'eau en est merveilleusement limpide. La gerba, outre en peau de chèvre, la kuntilla, petit sac de cuir qui contient les accessoires pour faire le thé, l'ilawish ou peau de mouton. On l'installe au creux de la selle pendant le déplacement et on l'étale sur le sol pour se reposer à la halte. Le fusil, inséparable compagnon des guerriers. Le nomade porte un saroual en guise de pantalon, un draa, sorte de tunique ample, et un aouli, long morceau d'étoffe que l'on s'enroule autour de la tête pour se protéger du soleil, du froid et du vent de sable. Cette étoffe est imprégnée d'une teinture végétale, le bleu de Guinée. Il est essayant de s'en frotter le visage pour acquérir cette teinte très caractéristique à laquelle les morts doivent leur surnom d'homme bleu. Les femmes sont revêtues de la mélafa. Elles transportent dans un vaste fourre-tout une marmite, une bouilloire, 2 ou 3 calebasses, quelques nattes et coussins, et le varou, qui est une large fourrure faite de plusieurs peaux assemblées. Sans oublier le petit coffret dans lequel elles gardent précieusement les colliers et bracelets, ainsi que les phares. 5 fois par jour, Hamoud doit faire la prière. Comme tous les autres Mauritaniens, il est un fervent musulman. Avant chaque prière, il fait ses ablutions, le plus souvent avec du sable, car l'eau est rare. Toute sa vie est marquée par la religion, non pas subie, mais acceptée comme force vivifiante. À chaque moment de douleur ou de désespoir, à chaque moment de joie, il invoque Allah, Dieu Tout-Puissant, et Mohammed, son prophète. Chaque année, sans aucune réticence, il accepte la zakat, qui consiste à donner une partie de ses biens à plus pauvres que soi. Après avoir entravé les chameaux pour éviter qu'ils ne s'éloignent trop, on peut maintenant dresser les tentes. Elles sont faites de laine de mouton ou de chameau. Elles sont spacieuses, solides et parfaitement adaptées au climat. Quand d'aventure un nomade doit séjourner en ville, il refuse toujours de dormir sous un toit de pierre, de crainte qu'il ne s'écroule sur lui pendant son sommeil. Il a beaucoup plus confiance en sa maison de toile qu'il peut dresser au hasard des pistes. Il sent surtout de façon diffuse que les pierres sont un piège où le nomade peut abandonner sa vie errante et perdre par là même certaines qualités d'âme et de cœur.
Pendant que leurs jeunes frères rassemblent le troupeau, Nefissa et Rahala complètent le travail des parents. Sur 3 côtés de la tente, elles fixent des bandes de toile avec du sable et des épines. Boudiaï, lui aussi, est un guerrier. Mais comme il connaît très bien le Coran, par boutade affectueuse, on le surnomme le marabout. En effet, jusqu'en 1960, date de l'indépendance, la Mauritanie avait une structure féodale. La société était divisée en différentes castes. Les guerriers portaient le fusil et refusaient tout travail manuel. Les marabouts s'occupaient des problèmes religieux. Les tributaires devaient payer une redevance aux tribus guerrières. En bas de la hiérarchie sociale, on trouvait les forgerons qui travaillaient le bois, les métaux et le cuir, les haratines qui s'occupaient de quelques plantations, les griots qui parcouraient le pays en chantant les faits d'armes de leurs protecteurs, faisant ou défaisant les réputations, selon les cadeaux qu'on leur offrait. Enfin, les esclaves. Il serait inexact de prétendre que cette classification a totalement disparu. Les tentes sont enfin dressées. Pour calmer la soif et la fatigue de ses compagnons, Brahim peut maintenant préparer le thé. Il a également donné l'ordre de tuer une chèvre. Pendant plusieurs jours, comme seule nourriture, le petit groupe n'a absorbé qu'un peu de lait de chamel et quelques dattes. Il est indispensable de reprendre des forces. Seul un homme circoncis peut égorger une chèvre face à la Mecque. Il se recueille, offrant ce sacrifice à Dieu, à qui il demande pardon pour ses fautes et celles de ses parents décédés. Tout le sang répandu doit être obligatoirement lavé à l'eau, car il est considéré comme impur. De ses bagages, Mariem a sorti la marmite et le couscous. Aidée par Nefissa, elle met un point d'honneur à préparer un bon repas. La chèvre est immédiatement dépecée. La peau sera utilisée pour faire une guerba. Si on veut lui faire perdre ses poils, on frottera l'intérieur avec de la cendre et des excréments d'oiseaux, puis on la tannera avec certaines écorces. Suivant les besoins de la famille, la guerba aura telle ou telle utilisation. Elle peut servir par exemple pour la préparation du beurre ou du lait caillé. Pour le lait caillé, on verse dans l'outre un peu d'urine de chameau et on remplit de lait. L'urine fait office de ferment et permet d'obtenir un breuvage délicieux, le zrig, que l'on additionne d'eau et de sucre. Pour le beurre, il faut préparer spécialement l'intérieur de la guerba avec des dattes écrasées. Ce beurre liquide, légèrement rance et sucré, ravit les connaisseurs. Les nomades préparent toujours le méchoui dans le sable. On creuse un trou, on y met la chèvre ou le mouton entre 2 couches de braise et de sable, et on recouvre le tout. La viande cuite de cette façon est agréablement juteuse, mais elle croque sous la dent. Pendant que femmes et enfants prennent un acompte sur le repas, Brahim et Boudiaï évoquent de vieux souvenirs. Ils parlent avec nostalgie des derniers combats auxquels ils ont participé.
وقلت له احنا عرب وانتم عرب وامتثل في اللي قال العربي قال لي العربي ايش قال؟ قلت له العربي قال الدهر شابا على الزلات مشتملا إن المصيبة إذا زل يعتذر. Dehors, le vent s'est levé. Nefissa et Rahala ont transporté la marmite à l'intérieur de la tente. Elles surveillent attentivement les derniers moments de la cuisson. نفخة ثانية كبيرة مرة محمد واشتري لها هذا لا يصفر الرجال ها ايوه ها. Mohamed est le plus jeune fils de Brahim. En vrai petit nomade, il sait utiliser tout ce qui lui tombe sous la main. Gonflé, un morceau d'intestin peut devenir le plus merveilleux jouet. Chaque fois qu'il le peut, Brahim s'éloigne du campement avec son fils. Il existe entre eux une grande tendresse et comme une sorte de complicité virile. Pourtant, la tradition leur interdit d'extérioriser leurs sentiments. Slama ne peut pas embrasser son père. Même quand il sera plus âgé, il ne pourra pas fumer en sa présence. Il devra s'éloigner ou se cacher le visage si des sujets lestes sont abordés. Brahim est fier de son fils. Il sait qu'il a toutes les qualités pour devenir un vrai nomade, fort, lucide et courageux. Pendant de nombreuses semaines, le père et le fils ont dressé un chameau rétif. Ils l'ont habitué à supporter l'entrave, à marcher à la longe, à porter des fardeaux. Aujourd'hui, pour la première fois, Slama va essayer de le monter. Il écoute attentivement les derniers conseils de Brahim. Le jeune garçon est un peu anxieux, il sait que le chameau risque de le désarçonner. Ce n'est pas tant la chute qu'il redoute, mais le jugement de son père. Les avertissements de Brahim n'ont malheureusement pas évité la chute. Honteux, Slama entraîne le chameau derrière la dune. Loin du regard ironique de son père, il va refaire plusieurs tentatives et ne reviendra que lorsqu'il aura maté sa monture. Slama a appris à reconnaître les bons pâturages, à pister les animaux égarés. Il sait maintenant soigner les chameaux malades et ouvrir les abcès avec un couteau rougi au feu.
En toute confiance, Brahim lui a donné la responsabilité du troupeau. Slama est fier de cette confiance. Son père lui a fait cadeau de 6 chameaux qu'il surveille avec un soin jaloux. Parfois, Brahim lui prête son fusil et il lui est arrivé, comme au vieux guerrier, de tuer 2 gazelles avec une seule balle. والحيوان خليه يصد عامل هو والسرحرة هو هو وعلى عراضنا على تورسنا تضبطته وخلي الحيوان يصد عامل هو. Brahim parle durement à son fils, mais parfois, rapidement esquissé, un geste affectueux le trahit. حان نعطيك روس برك تركب ونكتب وحدين من الجمال يا حكم يا ناصر اللي اكتب ايوه ايوه اركب اركب اسمع لي بس كلام بعدين وقف ايوه ميران يقوم عامل هو كان هنا نعطيك رؤوس الشمال عامل هو ها وش اللي انت طلع على نعطيك رؤوس هذه البكار. Toute la journée dans la chaleur, le petit Slama va garder le troupeau et courir pour rattraper les bêtes qui veulent s'éloigner. Il devra dominer sa soif, car dans sa guerba, il n'y a que quelques gorgées d'eau. Le soir, il lui faudra retrouver la piste du campement. Dans cette région où les repères sont pratiquement nuls, il est facile de se perdre. Slama en sait quelque chose. Il y a quelques jours, il a failli mourir de soif. Une tempête de sable avait effacé les traces. Errant pendant 3 jours à la recherche du campement, le jeune garçon, complètement déshydraté, a dû se résoudre à éventrer un chameau pour boire le liquide contenu dans sa panse. Dans le silence du désert, le bruit du sucre que l'on casse s'entend à des kilomètres à la ronde. Un proverbe dit « Si tu as besoin de compagnie et qu'il n'y a pas trace d'homme jusqu'à l'horizon, fais baraquer ton chameau et prépare le thé. Tu auras toujours un compagnon pour partager ton verre. » L'après-midi se termine. Chacun goûte le calme et la détente. Allongés dans le sable, Eli et Boudiaï s'affrontent aux amet, sorte de jeu d'échecs, avec des bouts de bois et des crottes de chameau. Le premier verre de thé est prêt. Pour ne pas faire mentir le proverbe, Hamoud surgit au détour de la dune. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ياك لاباس؟ ياك العافية. سابق السلام يا اخوتي سقوني. باش حالكم كاملين؟ لاباس الحمد لله. مرحبا وسهلا. ناس سقوني؟ ما احنا معطشين. ما نكتاري. رايكم تاري؟ نبقى تاري. لا ما مخليك الناس خذ ساعة شوية كاكم تتصون هذه الإنسان أظن الدشرة ما هي قريب منه. رايكم كاش يا أخو. ها أيوة أطهروا. لا. يقلع مداه ممر.
Après les interminables salutations d'usage, Hamoud attend le thé qui calmera sa migraine et sa soif. Comme il dissimule mal son impatience et sa fatigue, Brahim prend un malin plaisir à le faire attendre. Hamoud peut enfin déguster son verre sous les colibés du petit groupe. Slama est revenu avec le troupeau. Les hommes traient les chamelles, dont le lait est impatiemment attendu par les enfants. La fraîcheur est venue avec la nuit. Après la prière du soir, tous se sont groupés sous la tente pour partager le repas. Le petit Mohamed a une bronchite. En ce moment, les nuits sont froides et il n'a pas de vêtements. En effet, habituellement, il vit nu, suivant la coutume. Nous lui avons donné une chemisette pour qu'il se protège. Mariem a beaucoup plus confiance en ses propres soins. Tout à l'heure, elle lui frictionnera la poitrine avec du beurre et elle l'exposera dévêtue devant un grand feu. Elle lui a également diminué sa ration d'eau pour couper la fièvre. Comme dans toute la Mauritanie, les femmes mangent à part. Elles n'ont pas à se mêler aux discussions des hommes. D'ailleurs, si elles mangeaient dans la même calebasse qu'eux, elles risqueraient de leur toucher la main, ce qui est rigoureusement interdit. حركوا قال لا يمشي محمد كيلاني ويريدوا طيار صدقني شوف والله الله زين هذا طيار زين شو نعتود نعتود من ايش شوف محمد يبقوا راجل دار يصدق كان فينا هنا نصراني لاحق شو من التمعلي في المسلمين وشو قالوا لا ليش ابراهيم يعرفوا الدركوباط ما هو كان لكسا فطار كان فطار لا ليش يقول متوالي بيت الماء وجاه وداد يرسل هو من أعرابه من أعرابه عريبات قالوا نحن قالوا نحن شعب عريبات من عريبة لا 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 هذاك منه رائلة محمد رائلة جارح. Après un dernier verre de thé, chacun se prépare au sommeil. Il faut profiter au maximum de cette nuit de repos, car demain, l'étape sera dure.